Cette cathédrale, elle est très belle, elle est immense. Alors on imagine que Jeanne a été baptisée là, et pourtant, on la voit pas dans la cathédrale. Alors il faut passer derrière, faire le tour du chœur, essayer de regarder dans chaque chapelle, et puis finalement derrière une grille fermée, on découvre la statue dans une petite chapelle noire. Et puis une statue pourtant imposante, Jeanne qui protège la ville de Bordeaux. C'est vrai que c'est un contraste entre ce que peut être cette figure pour Bordeaux et puis la place qu'elle occupe aujourd'hui, donc dans un petit recoin, presque dans un placard. Jeanne de Lestonac, membre de la noblesse française du XVIe siècle, nièce du célèbre écrivain humaniste Michel de Montaigne et mère de 5 enfants, elle a décidé un jour de tout laisser et accomplir son rêve de jeunesse. En tant que femme, elle dut se faire une place dans un monde d'hommes pour atteindre son but. Courageuse, visionnaire, combative, elle est devenue la fondatrice du premier ordre religieux féminin dédié à l'éducation approuvée par l'Église. Jeanne a été canonisée par Pie XII le 15 mai 1949 et nommée protectrice de la ville de Bordeaux. Ec edocente tempora, quibus Santa Ioanna de Lestonac suam vitam traducit. Ora pro nobis Santa Ioanna. Son œuvre s'est étendue au monde entier durant plus de 400 ans. Cependant, elle reste encore aujourd'hui inconnue dans sa ville natale. Il m'a fallu des années pour comprendre pourquoi Jeanne de Lestonac avait brûlé tous ses écrits avant de mourir. Ses lettres et ses écrits personnels disparurent pour toujours dans une cheminée de la rue du Ha à Bordeaux. Même sur son lit de mort, elle refusa qu'un peintre fixe son portrait sur la toile. Seule sa signature nous est parvenue sur certains documents de l'époque. En 1697 fut éditée la première édition de l'histoire de l'ordre des religieuses filles de Notre-Dame, écrite par le père jésuite Jean Bouzonnier, à partir des témoignages recueillis minutieusement par plusieurs religieuses. C'est mon livre de chevet. Jeanne continue à me parler à travers lui. Jeanne de Lestonac, née en 1556 à Bordeaux, en France. Cette même année, à Rome, mourait Ignace de Loyola, fondateur de la Compagnie de Jésus. À cette époque, la France était engagée dans une guerre sanglante opposant catholiques et protestants. En octobre 1572 a lieu à Bordeaux la réplique de la nuit de la Saint-Barthélemy du 24 août à Paris. Plusieurs centaines de protestants furent poursuivis et massacrés. Jeanne, qui n'avait alors que 16 ans, vécut ce conflit au sein de sa propre famille. Son père, Richard de Lestonac, était catholique,
Sa mère, Jeanne Ekem de Montaigne, était calviniste. Les longs après-midi dans le château de son oncle maternel, le célèbre écrivain humaniste Michel de Montaigne, développèrent en elle des qualités inhabituelles pour une jeune fille de cet âge. Suite à ces rencontres, la philosophie humaniste marquera définitivement sa relation au monde. Grâce à son père et à son oncle Michel de Montaigne, Jeanne va recevoir une éducation catholique. J'accuse toute violence en l'éducation d'une âme tendre qu'on dresse pour l'honneur et la liberté. Je soutiens que ce qui ne peut se faire par raison et par prudence ne se fait jamais par la force. Quand je pourrais me faire craindre, j'aimerais mieux me faire aimer. Elle avait alors en elle un désir fervent d'être religieuse. Les inquiétudes de Jeanne en relation à son futur reçoivent une réponse. Durant une de ces oraisons, elle perçoit en elle cet appel. « Prends garde, ma fille, de ne jamais laisser éteindre le feu que j'ai allumé dans ton cœur. » I want to serve God. But to lock yourself away from the world. Have I not taught you there are better ways to serve Him than that? You're a bright girl with many gifts. My gifts are God-given. Then why give them back to Him? We cannot have this argument again. If you would let your daughter go into a nunnery. No. Oh, I'm sorry. Truly. But it cannot be. Mais vu le contexte, il n'est pas encore question pour elle d'entrer dans la vie religieuse. What is that? Your safety. You are to marry. Yes, it is settled. We have the bridegroom picked out. A fine young man. But who? I'm come from speaking with his father, the Baron de Montferrand. He has a son, Gaston, who will one day inherit the title. He has lands and money and enough to keep you safe. But will he make me happy? Yes, we think so. Le 22 septembre 1573, à 17 ans, Jeanne de Lestonac épouse Gaston de Montferrand, baron de Landiras, Lamotte et autres lieux. Le couple s'installe donc au château de Landiras, à une quarantaine de kilomètres de Bordeaux. Ils y vivent 24 années de bonheur, accueillant 5 enfants qui atteindront l'âge adulte. La famille de Montferrand était une famille très puissante, on peut dire. C'était donc une des familles les plus puissantes de l'Aquitaine. Donc c'est vrai que tout ça, on peut dire qu'elle a eu de la chance, Jeanne de Lestonac. Parce que même si après elle a repris son nom de famille, Lestonac, ce qui n'était pas courant toujours en France, elle n'a pas gardé le nom des Montferrand dans la vie courante, mais elle s'est servie, de la famille de Montferrand d'une manière très positive, mais elle n'aurait jamais pu avoir l'influence qu'elle a eue à Bordeaux si elle ne faisait pas partie de la famille de Montferrand et de Lestonac. On disait la bonne dame de Landiras là-bas. Et c'est vrai ils étaient riches par rapport à d'autres, mais elle avait su donner aux gens de Landiras des parcelles de terre gratis pour qu'ils cultivent, qu'ils aient de quoi manger, qu'ils aient de quoi vivre. Pour moi, Landiras, personnellement, je me dis, ça a permis à notre fondatrice de découvrir tout l'aspect à la fois d'épouse, bien sûr, de mère, d'organisatrice, d'éducation, pédagogie. Et je me dis, là-bas, elle a acquis
vraiment, pour moi, des racines, tu vois, qui font qu'elle est une femme. Tout en étant d'un milieu noble, elle a su sentir, moi je crois, toute la simplicité de la vie, oui. Nous, en Afrique, nous sommes une église jeune. Nous n'avons que 100 ans d'existence. Donc, je dirais, je peux comparer au christianisme au début, dans ce continent aussi. La compagnie de Marie se trouve dans une vallée entre les montagnes. Nous avons une école primaire et tout de suite, à côté de l'école primaire, il y a eu les soins médicaux dans une petite salle. L'école secondaire, les formations surtout pour les enseignants. Donc nous avons un internat aussi. Il y a des enfants qui viennent de loin, qui ne peuvent pas venir de là, comme il n'y a pas de transport. Ils restent à l'internat. Et là, pour nous, c'est un milieu éducatif encore beaucoup plus concret, où les jeunes filles, tout en payant, doivent faire pas mal de travaux de la maison. Et entre autres aussi, elles doivent cultiver les légumes dans les jardins. Et on a un jardin potager là où elles-mêmes s'occupent de cultiver les légumes qu'elles consomment, même si on doit acheter une autre partie. Mais il y a de ces filles qui arrivent, qui ne savaient pas prendre la houe, mais qui repartent à la maison. Elles disaient qu'ils ont appris quelque chose de nouveau. Et c'est la joie aussi pour les familles. Quand elles viennent visiter, voir comment les enfants sont logés et à quel type de travaux on les initie. Quand tu vois ces enfants qui viennent et que tu vois que ces enfants grandissent et que les mêmes enfants t'expriment la joie, c'est là ta porte, comme pour dire il faut que je continue. Donc c'est une manière pour nous aussi de voir que malgré ce que nous vivons comme difficulté, eh bien à travers des difficultés, on peut trouver des semences de vie. Et si on découvre les semences de vie, on peut continuer à vivre. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Maman Malassi était là? Non, elle est sortie. Je m'appelle Madame Bette. Je suis l'amie de ta maman. Je vais les saluer de votre part. Très bien. Je m'en vais chez moi. Au revoir, Madame Bette. Bon retour chez vous. Bravo. Très bien. Maman, debout là, n'est-ce pas? Écoutez, Le charisme des gens de l'Estonac, de l'éducation, de cet humanisme, de la manière de traiter l'homme, parle beaucoup dans notre milieu. Ce n'est pas un enseignement pour l'enseignement, c'est un enseignement qui s'intéresse à l'homme dans sa totalité. Et on a également les centres socio-éducatifs, toujours la même caractéristique, je dirais, qui a guidé nos sœurs, les premières qui ont fondé. Elles ne se sont pas occupées simplement de l'école, mais elles ont cherché aussi à récupérer des jeunes qui n'avaient pas eu la possibilité d'aller à l'école. Et dans ces centres socio-éducatifs de Moulo, on a l'alphabétisation comme ailleurs.
on a la couture, on a la menuiserie pour préparer les jeunes directement à exercer un métier après leurs études. Moi, quand j'ai commencé à faire la couture, d'abord j'ai commencé au centre social, éducatif. Alors j'ai vu que là, je devrais d'abord aller recommencer à l'école primaire. Et après, j'ai étudié. J'ai récupéré les études par le centre de formation des adultes. C'est après ça que j'ai eu mon papier pour que je puisse enseigner les autres. Je disais auparavant qu'il y a de ces jeunes que nous récupérons à partir de 15 ans, garçons et filles. Ces filles comme ces garçons, ce sont des gens qui se préparent directement pour la vie. Alors quand il y a, que ce soit le garçon ou la fille qui a appris quelque chose, quand elle forme un couple, on voit des retendissements, je dirais, sur la famille. J'ai épousé la femme. Nous nous sommes mariés. Elle m'a appris, quand elle faisait son travail, j'étais en train de voir. Et quelquefois, elle me disait, bon, vous pouvez aussi essayer. C'est ainsi qu'elle m'a appris. Elle est arrivée à transmettre cela à son mari, de façon que les deux aujourd'hui se complètent, ce qui n'est pas courant. Puisque bon, la femme, on a quand même encore dans un système de travaux séparés, les travaux de la femme et les travaux de l'homme. Mais ces exemples de ces genres aussi, dans un milieu, parlent et peuvent être un point de départ pour d'autres qui voient cela, d'autant plus que ça aide à élever le niveau économique de la famille. À quoi consiste la mission aujourd'hui précisément? C'est toujours la même mission, mais c'est de l'adapter au milieu concret. Pour les Africaines, c'est essayer de mettre l'homme debout. C'est l'expression qu'on utilise, c'est-à-dire que cet homme soit développé humainement, spirituellement, psychologiquement, et qu'il puisse être à charge de lui-même pour aller de l'avant. Et on dirait comme Jeanne de l'Estonac, si on avait 1000 mains, on entrerait dans tous les coins du pays et on irait ailleurs, ce qui explique aussi la sortie du pays pour aller ailleurs là où on nous demande d'aller. En quelques années, Jeanne va devoir affronter successivement la mort de ses êtres les plus chers. Son oncle Michel de Montaigne, son père et, en 1598, son mari et son fils aîné. À 41 ans, la voici veuve et devant assumer la responsabilité d'une des plus grandes baronnies de Guyenne et achever l'éducation de ses enfants. What will we do, Mother? What can we do? We can pray. We can go on. Elle se met donc à administrer efficacement ses biens pour les remettre le moment venu à son second fils. Les paysans de la baronnie l'appelleront leur protectrice. Ses enfants étant établis, son fils marié et 2 de ses filles entrées au monastère des Annonciates de Bordeaux, elle sent que le moment est venu de réaliser l'appel entendu durant sa jeunesse. I held a supper for some friends, and here I was, living in such audacious comfort. It did not seem just. What can I do as to redress for my fine and luxurious living? So I stripped all the blankets and the linens off my bed, and I lay me down to sleep on the raw straw palliers. En 1603,
Elle quitte le château de Landiras et part vers Toulouse. Le 11 juin, elle entre au noviciat des Feuillantines, un ordre contemplatif extrêmement austère. En parlant de ce type de monastère, Jeanne disait que beaucoup des jeunes filles s'exposaient à trouver la mort là où elles espéraient trouver la vie. Elle va à Toulouse en laissant tout pour mieux rechercher Dieu et Dieu seul. Et dans cette quête solitaire, par la pénitence et la rigueur, elle échoue. 6 mois de don total d'elle-même et d'austérité de tout genre ont raison de sa santé. À tel point que le verdict des médecins est sans appel. Elle doit quitter le monastère. Esta mujer está enferma. Tan enferma que para Cette femme est gravement malade. Tellement malade que pour ne pas mourir, elle doit quitter Toulouse. Mais, en pleine nuit, cette femme se lève de son lit avec ses larmes et sa douleur et les exprime à Dieu. God, infinite in mercy, consoler of afflicted hearts, allow your servant to unburden the anguish of her soul in your presence. My Lord, have I been through so much trouble? Jeanne crie à Dieu son échec dans une nuit de prière. My God, have I been deceived when I thought I was following your will? Or do you have some other designs over me? Speak to me, Lord. In a flash you can direct my thoughts and steps along the path you wish for me. La oración de la noche del Cister. La prière de la nuit des Feuillantines reflète la prise de conscience d'un échec absolu. Elle vit le moment le plus important de sa vie. Elle se lance dans un genre de prière qui commence dans une totale obscurité et qui, peu à peu, va ouvrir une certaine perspective. Stay in my heart, one and only object of my hope. Stay thee, and let me hear your voice. May I never abandon you. You never abandon those who seek you. Et à la fin de cette prière, où elle fait état de son passé, elle dit « D'accord, je suis prête à t'écouter de nouveau, parce que là, il n'y a que toi qui peux parler. » À partir de ce moment-là, on perçoit en elle qu'elle laisse toujours une ouverture pour que Dieu puisse entrer. Dieu finit par entrer en elle, et c'est à partir de là qu'il va la sauver. Quelque chose s'illumine en elle. Elle commence à se sentir consolée, en voyant que Dieu a de grands projets pour elle qui passent par sa relation à l'autre. How can I help? I will help. Et la phrase fondamentale est « Elle a compris que c'est elle qui devait tendre la main ». Et c'est à partir de cette prise de conscience que la compagnie de Marie Notre-Dame a été engendrée. Le feu de sa passion apostolique s'est allumé. Sa vie désormais n'aura de sens que dans sa relation aux autres. Cette femme a été sauvée à partir du moment où elle a compris que l'autre devait entrer avec Dieu complètement dans son cœur, car dans l'autre, il y a Dieu.
Elle rentre à Bordeaux et se retire sur ces terres de la Motte, près de Landiras, pour vivre un long temps de silence, de solitude et de discernement. Elle entrevoit peu à peu la fondation d'un nouvel institut religieux qui répondrait à cette carence d'éducation des filles dans la France de ce XVIIe siècle. Un ordre qui offrirait aux religieuses une possibilité de consécration à Dieu et un travail apostolique au service des jeunes filles de toutes conditions sociales. Et c'est la figure de Notre-Dame qui lui inspire ce nouveau modèle de vie religieuse contemplative active. La compagnie de Marie Notre-Dame est en train de naître. C'est le moment de la vie où on se pose des tas de questions, où on a fait ce qu'il fallait faire à l'école, en famille, etc. Et où on aperçoit que maintenant il faut construire sa propre vie et faire des choix. Et du coup, c'est vrai qu'on est tous passés par là. Et eux, ils y sont à ce moment-là, de se dire qu'est-ce que je fais de ma vie, qui suis-je, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux faire. Et en même temps, c'est un âge et un moment de la vie qui est tout en possible, tout est possible, tout est ouvert. Donc d'arriver à cet âge de la vie où normalement tout est possible, où on a toutes les forces pour pouvoir investir pour soi et pour les autres, eh bien dans une société où, en fait, qui met des barrières, du coup ça devient dur, ça devient compliqué. Et je vois chez beaucoup de jeunes la difficulté du coup d'articuler le possible de la réalité et toutes les aspirations et les compétences et les dons que l'on porte. Donc je vois beaucoup de jeunes qui sont dans des situations intérieures difficiles parce que ça remet tout en cause, parce qu'on se dit mais alors quelles sont les valeurs que je vais privilégier pour pouvoir aussi m'en sortir, quelles sont... et ça fait des cas de conscience et parfois très, très douloureuses. Moi, c'est ce qui me pousse, c'est de pouvoir leur offrir des espaces et des moyens où ils peuvent au moins poser un peu tous les éléments pour voir qu'il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres, qu'ils veulent mettre en avant, même si la société leur dit de mettre autre chose en avant. Enfin, qu'ils puissent... davantage voir les choses et la situation et eux-mêmes et leur avenir avec davantage de liberté. Ça m'apaise de regarder cette rivière. J'ai l'impression que l'eau reflète mon cœur. Je n'ai pas la possibilité de voir ça tous les jours. C'est un moment privilégié. En ce moment, je ressens cela. Mais quand je retournerai au Japon, ma vie s'accélérera de nouveau. Je ne pense pas que le Japon soit un pays où on valorise chaque individu. C'est un pays où on fait tous la même chose. Il y a une ambiance comme ça dans la société.
Au Japon, l'éducation est très importante parce que nous sommes assez matérialistes et les mamans ne savent pas comment élever leurs enfants dans une société où les gens veulent vivre sans avoir de la peine. Je crois vraiment qu'une éducation est bonne quand elle est adaptée à chaque étape du développement. Dans la culture japonaise, tout le monde est très aimable. Ils sont toujours prêts à rendre service. Ce sont des valeurs chrétiennes qu'on trouve partout ici. Mais pour la jeunesse, c'est difficile. Entre eux, il y a beaucoup de froideur, de l'indifférence. Comme ils ont tout, c'est un problème. Mais les petits-enfants, c'est différent. Ils sont tellement réceptifs, c'est tellement beau. Et en plus, ils le transmettent à la maison. Ici, ça a commencé parce qu'on s'est rendu compte que dans cette société, les mères de famille vivaient très isolées et n'avaient aucune relation les unes avec les autres. Il y avait donc beaucoup de petits problèmes entre elles. Les enfants, eux, étaient souvent des enfants uniques. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. Mais pendant pas mal d'années, les couples n'avaient qu'un enfant. Devant ce problème, nous avons pensé qu'il serait bon que les mamans viennent à l'école avec leurs enfants et restent ici toute la journée. Ainsi, nous avons pu observer la relation mère-enfant et le contact des mamans entre elles. En parlant les unes avec les autres, elles se sont rendues compte que leurs problèmes personnels pouvaient être aussi celui de l'autre. Et les enfants aussi, car dans la plupart des cas, ce sont des enfants uniques et ils sont habitués à obtenir tout ce qu'ils veulent. À la maison, ils n'étaient pas habitués à partager, à aller vers l'autre. Ils n'étaient pas éduqués sur un point de vue social. Maintenant, on commence à voir les mamans parler entre elles. Nous observons l'évolution de la relation mère-enfant et ensuite, on peut parler avec elles. Personnellement, j'essaie de parler avec elles de manière informelle. Et petit à petit, les enfants commencent à jouer entre eux. Dans notre école maternelle, nous utilisons du matériel pédagogique qui nous permet d'enseigner des notions de sociabilité, tout en aidant l'enfant à devenir autonome. Nous essayons de réfléchir constamment à la meilleure façon d'accompagner les enfants. Nous les aidons à faire leurs premiers pas. Nous croyons qu'il est important d'ancrer ces principes dans leur quotidien, car notre pédagogie est une méthode éducative appliquée à la vie en société. ¿Cómo fue que viniste para acá? ¿A Japón? Sí. Ay, Dios mío. Ay, Mukonite. Pues mira,
Alors, je n'aurais jamais pensé venir au Japon. J'avais demandé l'Afrique. J'avais commencé à me préparer à aller en Afrique. J'avais même appris à soigner et à faire des piqûres. Un jour, on m'a dit « Nous n'allons pas t'envoyer en Afrique, mais plutôt au Japon. Qu'en penses-tu » Ça m'a abasourdi, parce que je n'y avais jamais pensé. Puis je me suis dit « Ça doit être une volonté de Dieu. » À partir de là, tout le monde me disait « Toi, là-bas, tu ne tiendras pas plus d'un mois. » Je suis quelqu'un de très expressif, très direct. On voit tout sur mon visage. Au Japon, les gens sont tout le contraire. C'est très hermétique. Ils n'ont pas ce côté direct. Bref, personne dans mon entourage ne me voyait rester ici très longtemps. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais le résultat, c'est que je suis ici depuis 49 ans. Et je n'ai jamais regretté d'être venue au Japon. Je suis très heureuse ici. Mais si on me demande de repartir ailleurs, je repartirai. Mais pour le moment, je suis ici. Et j'aime beaucoup les Japonais. Et j'ose penser qu'ils m'aiment aussi. J'essaie d'offrir le message chrétien avec ma vie, avec ma joie. Et autant que je peux, avec la parole. En 1605, une épidémie de peste se déclare à Bordeaux et Jeanne s'y rend pour aider à soigner les malades. Elle réunit autour d'elle quelques jeunes filles de la ville et quelque temps après, leur communique son projet. None will think the less of you do not stay. No, no. If the Baroness can endure this, so can any of us. If you give up all your strength to God, what do you have left to give to fellow man? Does even one such community exist, Baroness? No, it does not. Jeanne entre alors en contact avec les pères jésuites de Bordes et Raymond, et à partir de son expérience, elle rédige les premières règles de l'Institut en s'inspirant des constitutions de la Compagnie de Jésus. Elle les présente en mars 1606 au cardinal de Sourdis, évêque de Bordeaux, et reçoit l'approbation du pape Paul V le 7 avril 1607. Pour la première fois, un ordre religieux féminin reconnu comme tel était autorisé à offrir un enseignement non seulement au sein d'un pensionnat, mais aussi à des élèves externes. Les élèves et les nouvelles vocations vont alors affluer. Porque un elemento S'il y a un point très important pour Jeanne, c'est qu'il faut utiliser à bon escient toutes les opportunités d'un point de vue apostolique. Un exemple, en relation avec les écoles, c'est concrètement ce qu'elle ose expérimenter sur le thème de la clôture. De que tiene la intuición. Elle a cette idée qu'elle va défendre jusqu'au bout. Il est indispensable d'ouvrir l'école au monde extérieur pour que les élèves puissent venir au couvent-école et rentrer chez elles après les cours. Il s'agit donc de créer un espace neutre dans lequel les sœurs accueilleront les jeunes filles. Les sœurs viennent dans cet espace par un savant système d'ouverture et de fermeture de portes à la rencontre des élèves.
La clausura está guardada, pero está guardada en un On ne espacio peut pas dire que les propiamente élèves las aient clausuras. franchi la clôture. Las niñas no podemos decir Et on que ne han peut pas entrado dire non en la plus clausura. que les sœurs soient Y las sorties monjas de no la podemos decir clôture. de alguna forma Elles que sont hayan salido toujours de la clausura enfermées. porque cerradas están, no pueden salir más allá. ¿Eh? Y sin embargo, bueno, yo suelo pensar que el problema es Je que pense que realmente l'important haya est qu'il y ait verdadero toujours de cauce l'eau, apostólico interior. O sea, que la cauce no, compagnie de Marie agua. est toujours une Que la source compañía de María nourricière tenga agua d'une grande por dentro. puissance apostolique. Que tenga un caudal apostólico y que si tiene ese Si cette caudal puissance est apostólico, là, esas- la la fuerza force de de las l'eau aguas fera son travail. hacen su propio cauce. Practice and customs of Bordeaux was established in Venice. Es la fuerza de la C'est cette force interioridad intérieure qui a que es permis lo à que Jeanne de Juan toujours Español le aller dio, plus loin. bueno, la Et à primacía partir de là, en los à chaque textos, période de porque l'histoire, a partir on de est ahí toujours allé íbamos a un llegar, tout petit peu plus loin pues, todos que los ce qui lejos était que pudiera possible. permitir la historia de cada momento. Jeanne a déjà 50 ans. Elle commence une nouvelle existence. Ses 4 premières compagnes et elle prennent l'habit religieux le 1er mai 1608 dans la maison de la rue du Saint-Esprit et 2 ans plus tard, elle s'installe définitivement au couvent-école de la rue du A. L'expérience de Bordeaux est rapidement connue et les demandes se succèdent pour aller fonder en d'autres villes. Pour garantir l'unité entre toutes ces maisons, Jeanne instaure un système de communication grâce à une correspondance fréquente. La compagnie de Marie Notre-Dame, ici à Medellín, a été dédiée à l'éducation des jeunes filles. Avant le concile, c'était une communauté de clôture. C'est ici, à Medellín, qu'a eu lieu en 1968 la 2e conférence générale de l'épiscopat latino-américain. A 3 años de la clausura del Concilio Ecuménico Vaticano II, 3 ans après le Concile Vatican II, Paul VI arrive en Colombie pour inaugurer la 2e conférence épiscopale latino-américaine. de la región, preparada por el Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM, fundado en 1959 en Río de Janeiro. C'était la première fois qu'un pontife rendait visite à ce peuple. Iglesias y estos pueblos. Ha sido plantada la cruz de Cristo. Lors de cette conférence, la grande idée développée fut comprendre la mission chrétienne comme mission de libération dans un continent affecté par des problèmes d'oppression. Il y eut dès lors de grands changements dans toutes les communautés. C'est à partir de là que la vie religieuse s'est tournée vers les plus défavorisés. Les sœurs de la compagnie de Marie Notre-Dame ont fondé plusieurs maisons, dont celle de Cristal, dans la vallée du Mus. À l'époque, toutes les communautés religieuses étaient centrées sur les villes et rien dans les petits villages. Dans notre groupe de réflexion, on s'est dit « c'est pas possible, ça peut pas continuer comme ça. Il faut faire quelque chose, agir différemment ». On s'est installé ici à Cristales et très vite, nous avons voulu privilégier le travail avec les paysans.
Rapidement, il y a une prise de conscience communautaire. Nous n'avons jamais poussé à la violence. Nous voulions simplement qu'ils accèdent à l'éducation d'un point de vue humain pour se défendre. Un jour, un propriétaire terrien dit à un de nos élèves « Pourquoi tu étudies? Ton avenir, c'est juste couper de la canne à sucre. C'est tout, ça sert à rien. » Le lendemain soir, il le fit appeler pour venir travailler au champ. Il travailla toute la nuit. Et au petit matin, il dit à l'enfant « Je ne vais pas te payer parce que ton père me doit de l'argent. » L'enfant répondit « Mais c'est pas mon père qui a bossé toute la nuit. » Alors, il est allé au commissariat. Finalement, le propriétaire a été convoqué et a dû payer. L'enfant a rétorqué « Vous voyez que lorsque l'on étudie, on ne coupe pas la canne à sucre comme les autres. » En résumé, ici, les gens se sont vite rendus compte qu'ils étaient des êtres humains. Mais des rumeurs commençaient à courir comme quoi notre école était une école dangereuse, où l'on éduquait bizarrement les enfants. En fait, les riches n'appréciaient pas du tout cette soudaine prise de conscience populaire. Une jeep avec 5 jeunes hommes bien habillés est arrivée un matin au village. Ils se sont arrêtés au secrétariat de la paroisse. Ils voulaient parler à la sœur responsable des actes de baptême, mais elle n'était pas là. Ils ont alors demandé à voir le responsable de la paroisse, et il n'était pas là non plus. 3 des jeunes hommes sont remontés dans la jeep, 2 autres en sont descendus et se sont dirigés vers l'entrée du lycée. Ils sont tombés sur la secrétaire et lui ont demandé où se trouvait la directrice. Elle n'était pas là non plus. Mais il n'y a aucune sœur à qui on pourrait parler? La secrétaire a répondu « Si, il y a Terre ». Et elle les a conduits à la salle de classe. Elle est allée chercher Terre. Terre est alors sortie de la salle de classe juste au niveau d'une table de ping-pong qu'il y avait là, et ils ont commencé à discuter. La secrétaire est repartie à son bureau. Il semble qu'il lui ait demandé de prendre note, car Terre est retournée dans la classe chercher un bloc et un stylo. Lorsqu'elle s'est représentée devant eux, ils l'ont visée avec leur fusil mitrailleur, puis ont fait feu de sang-froid. Les élèves étaient paniqués, s'échappaient par les fenêtres ou alors s'enfermaient dans les placards. Les assassins sont repartis tranquillement en dégonflant les roues de tous les véhicules alentours. Un autre enseignant est arrivé sur les lieux et a vu Terre en sang, gisant sur le sol. Elle était gravement blessée, mais toujours vivante. Alors ils l'ont installée dans la seule voiture encore en état pour l'emmener à l'hôpital. Mais Terre est décédée pendant le transport. Nous avions réussi à créer un climat d'entraide communautaire incroyable. Je crois qu'ils voulaient en finir une bonne fois pour toutes. Pas forcément avec l'une ou l'autre d'entre nous, mais avec ce projet éducatif. Autrement dit, ce qui leur faisait peur, c'était l'idée que les paysans commencent à penser. Bien qu'ils aient tué à Teresita, ils n'ont jamais pu détruire la graine que nous avons semée, synonyme de liberté et d'humanisme, à travers une expérience éducative communautaire.
Là, il n'y a pas de demi-mesure. Il faut s'investir jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Il faut ou mourir ou agir. La acción